Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes géopolitologue, vous êtes co-auteur, vous avez reçu avec Jacques Sopelsa de ce très bon livre et puis beaucoup d'autres, La mondialisation dangereuse, paru aux éditions L'Artilleur. Alors, Alexandre Delval, c'est vrai que cette histoire du Mali semble tout à fait étrange. Il y a exactement 9 ans, pratiquement jour pour jour, le 2 février 2013, François Hollande, le président d'alors, était reçu en triomphateur à Bamako, le libérateur de la patrie, et il avait même dit, François Hollande, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Alors 9 ans après, retour de bâton, qu'est-ce qui se passe? Bien, 9 ans après, on se rend compte que on n'a pas beaucoup progressé et il y a eu un problème qui a été rarement abordé mais qui est extrêmement important pour comprendre cette crise, c'est que le gouvernement de Bamako et les Maliens nationalistes en général, anti-séparatistes, auraient souhaité régler les comptes non seulement des djihadistes dans le nord, mais également du mouvement Touareg qui, de manière un peu tactique et cynique, contre nature, s'était allié aux djihadistes. C'était l'origine d'ailleurs du conflit et de l'intervention de la France. C'était une alliance entre djihadistes et séparatistes qui menaçait Bamako. La France est intervenue. Mais la France ensuite a créé des zones d'exclusion où l'armée malienne elle-même était interdite de séjour dans une partie de son territoire parce que la France ne voulait pas qu'il y ait des revanches et la France voulait trouver un accord en gros un peu pragmatique avec les rebelles Touaregs du Sud. Les Maliens n'ont jamais digéré ça et ça fait déjà 3 ou 4 ans que les Maliens négocient avec les Russes parce qu'ils n'ont pas supporté que l'ancien colonisateur interdise à l'armée malienne d'aller sur certains pans de son propre territoire et d'aller régler le compte des séparatistes Touaregs qui étaient à l'origine de la déstabilisation du pays en 2012. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est juste. En tout cas, c'est ce qui, chez les Maliens, est toujours absolument insupportable et qui a permis aux Russes de s'engouffrer dans cette brèche. Alors justement, mais Alexandre Delval, les Russes, c'est les fameux Wagner, là, les commandos Wagner, c'est ça? Alors, j'en parlais justement avec le directeur du centre où je suis associé, là, le CF2R, Éric Dénessé. Oui. Le groupe Wagner, on en parle beaucoup sur plusieurs fronts. Parfois, on exagère un peu. C'est pas eux qui vont remplacer les forces internationales européennes, onusiennes ou françaises. C'est les Français qui faisaient l'essentiel. On sait aujourd'hui que les 1000 miliciens ou instructeurs russes ou engagés par des Russes, parce qu'il n'y a pas que des Russes, par la société Wagner, qui est plus ou moins officiellement privée, mais qui est effectivement liée à Moscou, elle va surtout sécuriser la junte militaire qui veut continuer à faire ses affaires, qui n'est pas du tout efficace, qui n'est absolument pas efficace et qui n'a aucun plan pour éradiquer les djihadistes. C'est surtout une alliance extrêmement cynique et pragmatique contre la France dans une logique de revanche. Ça ne va rien améliorer et Wagner n'a pas assez d'hommes aujourd'hui pour faire mieux que la France. Ça, c'est certain. Avec 1000 hommes, on ne fera pas mieux qu'avec 5000. Et les Français étaient plutôt bons techniquement sur place. On a envoyé nos troupes d'élite. Mais Alexandre Delval, il y a déjà quelques jours, même voire quelques semaines, qu'on parlait du désengagement de la France, que la France quittait le Mali et que elle en avait un peu, voilà, que rien n'avançait, que c'était un statu quo, qu'on perdait tout ce qu'on perdait, des hommes. Il y a encore eu un mort la semaine dernière, une soixantaine en tout cas, et puis presque le milliard d'euros par an dépensés, pas loin. Oui. Donc, est-ce que la France était effectivement en train de se désengager déjà? Oui, la France voulait se désengager, mais pas forcément au niveau régional. C'était plutôt moins focalisé sur Mali, diminuer les bases au Mali. On avait quand même 1600 soldats à Gao, on avait d'autres bases à Tombouctou et ailleurs à Kigali qu'on a abandonné. C'est plutôt un repli probablement vers le Niger, où nous avons carrément des intérêts au niveau de l'uranium extrêmement stratégiques, et un repli aussi vers le Tchad, parce que le Tchad est la seule armée, sans aucun mépris pour les autres pays d'ailleurs, mais le Tchad est la seule armée locale qui tient la route et qui a vraiment été considérée comme efficace par nos militaires pour ceux qui étaient sur le front. Donc Tchad, Niger, replie un cordon sanitaire autour du Mali. Le Mali est devenu un trou noir géopolitique avec lequel on n'arrive pas à avoir la moindre efficacité.
les pouvoirs sont soit corrompus, soit des militaires qui profitent du djihadisme pour renforcer ce que j'appelle le phénomène de dédémocratisation. Dans mon livre, vous savez qu'il y a un repli général, malheureusement, ça dépend où on se place, mais malheureusement pour nous, de la démocratie à l'occidentale. Et voilà, donc la France était plutôt en train de se replier, c'était pensé depuis 3 ou 4 ans déjà, et on pense réduire les effectifs de Barkhane, qui a pris la suite de Serval, à 3000 d'ici 23, mais on voulait compenser en ayant plus de soldats de petits contingents de plusieurs pays européens. Si 200 est multiplié par 10 pays, ça finit par faire des hommes. Mais malheureusement, le Mali est en train même de saboter cela en empêchant l'arrivée de Portugais, de Danois. Et là, on se demande quel est le but qu'ils considèrent les Russes comme intéressant. Pourquoi pas, c'est leur droit. Mais empêcher l'arrivée de nouveaux contingents, saboter d'ailleurs l'approvisionnement logistique. Éric Dénessé m'en parlait. Vous savez qu'on s'approvisionne beaucoup depuis Djibouti et il y a des volontés de saboter, de manifester contre les convois logistiques de l'armée française. Il y a une forme de suicide des autorités maliennes qui ne sont pas pro-djihadistes, mais qui font tout pour rendre plus difficile le combat contre le djihadisme. Donc on va plutôt maintenant opérer depuis le Niger et le Tchad, notamment avec des drones. Voilà, on va continuer le combat contre eux. Et je voudrais quand même rajouter qu'on a quand même éliminé plus de 2000 djihadistes, rien que ceux qui sont liés à Daesh. On a été assez efficace contre les groupes plus ou moins liés à Daesh. Oui, sur le Mali, le Grand Sahara, pardon. Oui, ce que vous dites, en fait, qu'il y a eu effectivement combat et on a été efficace, mais ce qui est étonnant, encore une fois, est-ce que c'est la corruption? C'est ce que vous dites, effectivement, peut-être ils étaient, et on peut le comprendre, vexés de ne pas avoir accès à leur propre territoire, en tout cas dans certaines zones. Mais quid aujourd'hui, alors vous en parlez beaucoup, quid aujourd'hui des djihadistes dans cette partie de l'Afrique? Ils avancent, ils sont sur le Kantachoua, ils ont le temps à eux. Quid au-delà même du Mali, mais évidemment en comptant le Mali, quid de l'avance ou de la position, de la situation de Daesh, des djihadistes et des islamistes radicaux? Oui. Alors, il faut voir que la psychologie est extrêmement importante dans ces phénomènes. Et depuis la chute, pas la chute, mais le repli, le départ des Américains de Kaboul, on a vu un phénomène psychologique très notable dans plusieurs pays, notamment beaucoup au Sahel. Les troupes djihadistes ont été littéralement galvanisées en se disant si les Américains reculent à Kaboul, eh bien nous on va pouvoir revenir au Sahel. Et il faut reconnaître que même si on est très efficace dans l'élimination de djihadistes, on tue un djihadiste, il y en a 2 de plus. C'était le fameux calcul, vous savez, de Petraeus, le général américain. Quand on tue une personne, il y en a 2 de plus parce que souvent il y a des dommages collatéraux. Et un de mes amis qui est en poste dans les services d'action spéciaux au Mali me disait que le degré de dégénérescence, de déclin économique, psychologique, culturel, de régression. C'est une des zones du monde où il y a eu encore plus de pauvreté. C'est une des zones du monde qui recule le plus. C'est un trou noir, presque. C'est un trou noir. C'est un trou noir géopolitique, économique et social. Analphabétisme, surnatalité, sécheresse, phénomène Peul. Vous savez, ces nomades qui émigrent vers le sud au détriment et ils rencontrent là des sédentaires avec qui ça se passe pas du tout bien. On a une convergence de problèmes et de dynamiques qui accélère ce trou noir. Et mon ami sur place me disait, c'est effrayant, si on élimine une cellule djihadiste, 24 heures plus tard, elle est reconstituée. Et donc, il faut une solution politique, comme le disait un grand général de l'armée française qui était interrogé ces jours-ci. Et on n'a pas de solution politique, puisqu'on a sur place des espèces de juntes ultra corrompus ou ultranationalistes qui sont englués dans leur logique de survie interne, mais aussi, il faut reconnaître que le phénomène anticolonial, la rancune postcoloniale, le phénomène de décolonisation joue extrêmement fort. Et est-ce qu'on a bien joué? Je ne sais pas si on a eu tort de négocier avec des rebelles dans le Nord, mais quand on veut aussi des escalades et pacifier des zones, on doit quand même faire un minimum de compromission. On ne peut pas que éliminer des gens. On doit aussi laisser des portes de sortie et parfois diviser l'ennemi. Et la France se disait, en négociant avec certains séparatistes touaregs, qui sont pas à l'origine djihadistes, ça permettait de diviser le front touareg djihadiste, les désunir.
Mais sur place, ça n'a pas du tout été compris. Du tout marché. C'est une des raisons majeures pourquoi ils nous en veulent à mort. Alors, beaucoup de Maliens nous en veulent à mort. Oui, alors en fait, diviser pour régner, oui, mais peut-être point trop l'info, justement. Mais Alexandre Delval, est-ce que d'une manière plus générale, dans cette partie du monde, dans cette partie de l'Afrique, etc., et ne parlons même pas de l'Afrique du Nord, est-ce que, sans faire de prédictions et sans faire les voyants, est-ce que la France, aujourd'hui, ça va être difficile, y compris en dehors du Mali, c'est-à-dire que ce que la France pourra garder ses positions, ou ça va coûter de plus en plus cher, ou c'est bien en hommes, et surtout en hommes, qu'en matériel? Alors, ça va coûter de plus en plus cher. On se rend compte que le cancer djihadiste a commencé en Algérie dans les années 90, ensuite Sahara algérien, ensuite Sahara Niger, Burkina Faso, Mali. Ça a beaucoup explosé au Mali aussi à cause de nos erreurs en Libye, qui ont permis à plein d'anciennes milices et mercenaires de se recycler dans le djihadisme. Vous savez, certains étaient pro-Kadhafi un jour, anti-djihadistes, et 3 semaines plus tard, pro-djihadistes pour se venger de l'opération française, anglaise, américaine au Mali. Tout est lié, et on se rend compte qu'il y a une progression du djihadisme absolument partout. Aujourd'hui, on veut sauver les meubles. La France va renforcer la protection du Niger, où il y a des intérêts en uranium et autres extrêmement importants. On va protéger aussi le Bénin, le Togo, et la Côte d'Ivoire, qui sont des places extrêmement importantes pour nous économiques et politiques. Mais malheureusement, le Mali et le Burkina Faso sont littéralement perdus aujourd'hui. Ce sont de véritables trous noirs. Avant, c'était qu'une partie du Mali. Après, ça a été le Mali du Nord et du Centre. Maintenant, même dans le Sud, on a un problème au Mali, puisqu'on a des forces islamistes extrêmement radicales, y compris du côté anti-djihadiste. Et ça, c'est assez nouveau aussi. Et donc, on a une progression non seulement du djihadisme, les coupeurs de tête, mais aussi de l'islamisme radical d'origine wahhabite saoudienne, qui lui progresse, y compris du côté des anti-djihadistes. C'est-à-dire qu'on a totalement perdu la guerre des cœurs. Les cœurs dans le Mali et le Burkina Faso, les forces islamistes et djihadistes, les deux, qui parfois sont pas en face, mais qui ont les mêmes objectifs quand même quelque part, bien sûr, qui ont les mêmes objectifs quelque part. Ah oui, qui ont les mêmes objectifs. Bien sûr. Et un de nos correspondants, Kanan Baye, qui est aussi de l'Université libre de Belgique, mais qui est sur place en ce moment au Mali, me disait que le plus grand échec, c'est que les djihadistes réussissent à faire progresser l'idée de la charia dans le nord par la force, mais dans le sud, on a des forces islamistes légales qui de plus en plus progressent par la voie politique. Et donc, entre les deux, l'idée française de la démocratie à l'occidentale est en recul absolument net, mais heureusement pas partout. Rappelez-vous, les pays de la CEDEAO ont quand même voté des sanctions contre Goïta, contre le coup d'État qui a eu lieu au Mali, et donc il y a quand même des pays qui sont plutôt d'accord avec la France et l'Occident, mais le trou noir aujourd'hui, c'est vraiment le Mali, qui est une sorte de nouvel Afghanistan, et s'il n'y a pas de solution politique, nos meilleures forces ne suffiront pas. De toute façon, elles ne sont pas assez nombreuses pour un territoire grand comme l'Europe. Oui, et puis il ne faut pas oublier aussi, Alexandre Delval, que quand il y a un trou noir, on va peut-être remplacer par d'autres pays qui n'ont pas la même conception de la démocratie et qui sont prêts à faire fi de la démocratie pour faire des affaires ou de la réelle politique. C'est ça. Oui, et il y a un manque aussi de solidarité. Il faut être franc, les soi-disant forces européennes et onusiennes, notamment les 12 000 soldats de la MINUSMA, comme en général, on en parle d'ailleurs dans ce livre, La mondialisation dangereuse, en général, les forces de l'ONU ne sont là que pour recevoir des balles et faire des opérations d'interposition, mais surtout pas pour éliminer des méchants. En général, l'ONU arrive une fois que les massacres sont terminés. Les forces européennes, aujourd'hui, elles ne sont pas très nombreuses. C'est essentiel. À 90%, ce sont des Français qui perdent des vies pour la lutte contre le djihadisme. Il n'y a pas d'Allemands, d'Espagnols, d'Italiens qui meurent au Sahel. C'est pour ça que quand on parle de l'Europe, il faut quand même mettre beaucoup de bémols en ce moment. Merci beaucoup Alexandre Delval, merci pour vos éclaircissements. Je rappelle, et vraiment à lire, je recommande La mondialisation dangereuse, audition de l'Artilleur.